Maurice Duplessis, c'était devenu de pourboire. Le bail Saint-Roch est une honte. C'est le mur de Berlin. C'était gelé comme un poulet. Gilda, c'était la Jeannette Bertrand de notre époque. On a eu jusqu'à 2 douzaines de bananes pour 25 cents. Bienvenue, mesdames et messieurs, au Cabaret des Archives. C'est en l'honneur du 100e des Archives de la Ville de Québec que nous vous avons concocté ce bel événement, enregistré au Passage Olympia dans le quartier Saint-Jean, devant une foule en liesse. Mais j'entends dans cette liesse une interrogation. Qu'est-ce qu'un cabaret des archives? Disons que c'est à mi-chemin entre un 5 à 7 endiablé et une scrupuleuse recherche dans la bibliothèque d'Alexandrie. Les usagers des services d'archives sont nombreux et diversifiés. Ce sont des journalistes, chercheurs, historiennes ou simplement des passionnés d'histoire qui plongent dans cette abondance d'écrits, de photos, d'extraits audiovisuels pour leur propre plaisir. Mais c'est votre plaisir que nous avions en tête lorsqu'on a mandaté nos archivistes pour qu'ils commencent leur titanesque travail de prospection historique. Et toutes les petites pépites dénichées lors des fouilles ont été offertes à nos chroniqueuses et chroniqueurs pour qu'ils puissent les activer, les vivifier, vous les présenter avec de la chair autour de ces vieux os. Tout cela dans une ambiance festive et ludique grâce à l'équipe championne de la saison 2023-2024 de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Allez les Bleus! Et c'est parti pour notre premier épisode. Plonger dans l'histoire de Québec sans aborder la vie politique qui anime la capitale, ce serait impensable, pour ne pas dire scandaleux, et on veut pas commencer ça avec un scandale. Et c'est pourquoi on a invité Alexandre Duval, qui a été journaliste parlementaire à l'Assemblée nationale. Bonjour. Salut, Paul. Tu as eu le plaisir d'écouter de petits bijoux d'archives qui nous rappellent peut-être pourquoi Maurice Duplessis est le premier ministre qui a régné sur la province le plus longtemps. Ben, écoutez, Maurice Duplessis, il a été député pendant 32 ans. 32 ans, là, à l'Assemblée nationale. Ça, ou passer l'éternité en enfer, honnêtement, je ne sais pas ce qui est pire. Puis là-dessus, Maurice Duplessis, il a été premier ministre pendant 18 ans. Puis là, pour vous donner une idée, c'est 2 fois plus que Jean Charest. Puis on se rappellera qu'à la fin, Jean Charest, on peut pas dire que le monde n'était pas tanné. Peut-être que Jean Charest est un petit peu loin dans vos souvenirs, fait que je vais vous donner un autre exemple. 18 ans comme premier ministre, c'est comme si François Legault réussissait à rester au pouvoir jusqu'en 2036. 2036! Ça fesse, hein? Puis remarquez que ça lui donnerait probablement l'occasion d'arrêter puis de repartir le 3e lien encore une couple de fois pour, au bout de tout ça, nous avouer que finalement, le 3e lien, ça va juste être une grosse glissade gonflable entre Québec puis Lévis. Mais bon, tout ça pour dire que la longévité politique de Maurice Duplessis est absolument exceptionnelle. Puis, par la force des choses, même s'il n'a jamais renié son Trois-Rivières natal, bien, il a passé une énorme partie de sa vie à Québec. Et s'il est resté aussi longtemps au pouvoir, Maurice Duplessis, c'est entre autres parce qu'à l'époque, la carte électorale lui était vraiment favorable. Le vote des milieux ruraux au Québec pesait très, très lourd. Mais tout le monde sait que Duplessis, l'Union nationale, ça versait un petit peu dans le clientélisme puis les retours d'ascenseur. Hein? Puis ça, le premier extrait d'archives qu'on va écouter va l'illustrer assez bien. On va entendre Madame Immaculée Verrette. Oui, ça se peut, un nom de même au Québec. Immaculée Verrette, une résidente du quartier Saint-Sauveur en Basse-Ville de Québec. Elle se faisait demander par José Laflamme si elle se souvenait de certains politiciens en particulier. Puis vous allez voir, il y en a un qu'elle n'avait pas oublié. Duplessis, je m'en rappelle. Oui. Parce que lui, il l'appelait l'homme aux couches. Quand il faisait des élections, puis que les femmes étaient enceintes, là, bon, ben, il disait je vais te donner des couches. Là, dans ce temps-là, c'était cher, les couches, hein, tu t'en fanalette, puis... Et puis il disait ben, tu voteras pour moi, là, si ça te le dit, là, hein? Ça, je me rappelle de ça. Tu voteras pour moi?
Mais juste si ça te le dit, sauf que je viens de te donner 2 mois de couche gratis pour ton 8e enfant, fait que ça se peut que tu penses à moi entre tes 14 corvées de lavage quand tu vas prendre un break de 15 minutes pour aller voter. Mettons, je dis ça, je dis rien. Mais ce que je trouve le plus intéressant de cette conversation-là, c'est la suite. Parce qu'on comprend bien que la manière dont Duplessis faisait de la politique, c'était peut-être un petit peu douteux, mais c'était efficace. Puis disons que Mme Immaculée Verrette, c'était un peu l'incarnation de l'électrice moyenne. On écoute. Souvenez-vous quel genre d'homme politique c'était un petit peu ou est-ce que... Non, j'ai pas tellement suivi ça, là. Vous vous souvenez des couches? Ouais. Ça fonctionnait vraiment, ça? Ah oui, ça fonctionnait. À cause des grosses Quelqu'un familles, avait besoin, puis tout ça, là, il lui rendait service, puis... Hey, la grande noirceur, le conservatisme moral, la corruption, c'est pas grave, il était fin, M. Duplessis, il rendait service. Mais vous savez quoi? Ça a l'air qu'il était fin pour vrai, Maurice Duplessis, puis c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Baptiste Beaumont qui a été chauffeur de taxi à Québec pendant 50 ans. Dans une entrevue avec Simone Dubois, M. Beaumont raconte qu'il a conduit des grands personnages politiques, y compris le général de Gaulle, qui est venu à Québec, on s'en rappelle peut-être pas, mais il est venu à Québec en 1944 après le débarquement de Normandie. Quand même pas banal, là, conduire le général de Gaulle. Mais M. Beaumont, ça n'a pas l'air de l'avoir trop impressionné. Lui, son homme, c'était Duplessis. Vous allez comprendre pourquoi il y avait une affection particulière pour le premier ministre. Maurice Duplessis, c'était un donné de pourboire. C'est vrai? Oui. On montait à Château-Frontenac, ça montait à 50 cents, donnait la pièce. Ah oui. Un niveau. On faisait un voyage là, d'une couple d'heures avec lui, 3-4 pièces de type. Ah oui. Celui qui avait M. Duplessis avec lui devait être heureux. On court après. Ah, ben oui, j'imagine. Ceux qui étaient libéraux, là, ils ne couraient pas après. Ah oui. Ceux qui avaient resté à chaud. Hein? Wow. Ah oui, ils étaient bien généreux. Moi, ce que j'en comprends, c'est que les chauffeurs de taxi libéraux voulaient pas de pourboire. Peut-être que l'austérité, c'était déjà à mode dans le temps. Je ne le sais pas. Blague à part, j'ai fait des petites recherches. 50 cents de pourboire en dollars constants. Aujourd'hui, ce serait 9 $ de pourboire. Tout ça pour la petite course entre la gare du Palais puis le château Frontenac. Fait que M. Beaumont, il pouvait bien l'aimer, M. Duplessis. Puis semble-t-il que M. Duplessis, il se laissait librement appeler par son prénom, Maurice. Et ça plaisait beaucoup à M. Beaumont parce qu'il pouvait se vanter qu'il connaissait bien l'homme le plus puissant du Québec, puis qui avait été son chauffeur de taxi jusqu'à sa mort en 1959. Mais Duplessis, il n'aimait pas lui embarquer avec d'autres. Hein? Par rapport qu'il n'aimait pas se faire critiquer. Hein? Tout le monde était pas en sa faveur, surtout les libéraux. Ouais. Est-ce qu'il parlait beaucoup avec vous? Ah, ben oui, il parlait. Il s'assoyait derrière ou il s'assoyait en avant? Quand il prenait le château, naturellement, on était à gauche, il embarquait en arrière. Quand il arrivait à la gare du Palais, il embarquait en avant. Ah oui, OK. Ah, oui. Bon, c'est une vraie leçon de journalisme, ça. Il sait qu'il s'assoyait en avant ou en arrière. C'est pas ce qu'il y a de plus croustillant, je suis d'accord, mais la raison pour laquelle j'ai voulu vous parler de cet extrait-là, c'est parce que ça nous rappelle que la résidence du premier ministre au Québec, ça a été quelque chose de compliqué pendant des décennies. On le sait peut-être pas, mais c'est juste depuis le début des années 2000 que le premier ministre a une résidence de fonction officielle dans le Vieux-Québec, dans l'édifice Price. Avant ça, les premiers ministres, généralement, ils avaient une maison à Québec. Mais M. Duplessis, lui, avait choisi de s'établir au Château Frontenac. Et il a tenu tellement de rencontres au Château Frontenac qu'on disait à l'époque à Québec que le château, c'était le 2e Parlement de Québec. Bref, un lieu emblématique pour un premier ministre emblématique. Et comme dirait probablement Mme Immaculée Verrette, qu'on l'aime ou non, Maurice Duplessis, à Québec, on s'en souvient. Merci beaucoup, Alexandre. Suite à cette première chronique, Ligue d'impro championne musicale, j'aimerais vous entendre interpréter la course au taxi de Duplessis du magasin de couches jusqu'au château Frontenac. Ça se peut-tu, ça?
Merci beaucoup! Cette petite course de taxi-là mérite certainement du pourboire. Là, on vous rappelle que le personnel au comptoir de rafraîchissement aussi accepte le pourboire, mais nos invités puis nos musiciens sont pas supposés en demander. Si vous leur en donnez, j'en veux aussi. Bon, et maintenant, nous accueillons l'actrice, autrice, poétesse et pour aujourd'hui chroniqueuse Caroline Fouché. C'est nouveau. Alors, Caroline, malgré ses nombreux chapeaux, tu nous parles d'un métier que tu ne pratiques pas, en tout cas que j'ai pas vu sur ton compte LinkedIn. Non. On t'écoute. J'aimerais commencer par faire un traumavertissement. Tu sais, moi, je suis comédienne, pas journaliste, fait que c'est le fun. J'ai mis aucun crédit de toutes les citations que j'ai mis. Je dis pas c'est qui parle, fait que désolé tout le monde. C'est pour ça qu'on va à l'université. Alors, moi, je viens vous parler des arrangeurs de parapluies. Les arrangeurs de parapluies, c'était des travailleurs ambulants au même titre que les aiguiseurs de couteaux. Avant qu'on se plonge dans le vif du sujet, j'en profite pour dire au sujet de ces bons vieux arrangeurs de parapluies, c'était le fun, hein, dans le temps, quand on se cassait pas le bessic avec les mots. Tu sais, quand il venait le temps de créer un nom pour un métier, là, hey, comment on pourrait bien nommer ce métier-là? Ouais, ben qu'est-ce qu'il fait exactement? Il arrange les parapluies. Arrangeur de parapluies. OK, puis celui qui aiguise les couteaux? Aiguiseur de couteaux. Et c'est ça. Bref, c'était un métier assez particulier qui est évidemment disparu aujourd'hui parce que, j'ose le dire, l'utilisation du parapluie, ça s'est démocratisé. C'est-à-dire que c'est devenu pas mal plus accessible, donc pas mal moins cher, donc pas mal moins précieux. Les parapluies, c'était presque un objet rare. On n'en voyait pas souvent. Mais dans mon temps, moi, dans le temps que j'étais jeune, on avait un parapluie dans une famille, puis on le laissait près de la patère, à l'entrée, là. Puis c'est le chanceux qui était le premier à partir sous la pluie, c'est lui qui avait le parapluie. Les autres se faisaient mouiller. Un parapluie par famille, tout le monde, OK? Fait que mettons que vous étiez mieux de pas trop avoir envie d'aller sur une date une journée où il pleuvait parce que votre père l'avait fort probablement déjà réquisitionné pour aller au travail. Ou s'il l'avait pas pris, votre mère l'avait shotgunné pour aller acheter de la farine d'urgence parce qu'elle a mal calculé ses quantités en quadruplant sa recette de renverser à l'ananas. Puis si elle l'avait pas pris, ben votre frère aurait mis la main dessus pour aller à sa chorale, son hockey, son club des scouts, d'échecs, name it, votre frère, il faisait tout. Tout ça pour dire, quand il pleut, c'était peut-être mieux de rester chez vous puis de lire des Archie. Au-delà de ça, le métier d'arrangeur de parapluie est disparu parce que, on est devenu moins patient avec nos objets quand ils pètent. Tu sais, qui n'a jamais crissé un parapluie dans une poubelle de la ville par une belle journée venteuse et pluvieuse où le dit parapluie s'était reviré 3 fois de bord avant de carrément juste rendre l'âme en plein milieu de la tempête, ses entrailles métalliques exposées à la vue de tous, faisant foi d'à quel point l'objet est devenu tout à coup tout à fait obsolète. Oh, enfer et damnation, la seule fois de l'année où vous avez été assez bright pour penser à l'emmener en prévision du fait qu'il annonçait de la pluie l'après-midi. Qui a jamais fait ça? Moi, lancez-moi la première pierre parce que je l'ai faite encore avant hier. On va se le dire, il n'y a pas plus grand désaveu qu'un parapluie qui se revire de bord pendant que tu es en train de traverser Honoré-Mercier dans une ville où, je vous le rappelle, on n'appelle pas le vent, on appelle ça le souffle de Champlain. Alors, laissez-moi vous reposer la question, qui a jamais fait ça? Mais encore là, on est toujours dans la veine de récupération. On ne jetait pas un parapluie, à moins, évidemment, qu'il soit complètement dosé. Bon, bravo, monsieur. Bravo pour vous, là. En tout cas, moi, oui. Passons. Je sais que ça sonne épeurant, ce métier-là, un peu aussi. On dirait que quand on dit arrangeur de parapluie, on s'imagine quelqu'un qui sort de la brume puis qui arrive d'on sait pas où puis qui repart mystérieusement comme s'il est arrivé, là. C'est probablement un mix du fait que ça sonne comme arracheur de dents puis que ça répare un objet régulièrement associé à la noirceur, au froid, aux enterrements. Mais en tout cas, rassurez-vous, là, si vous trouvez ça un peu étrange, les arrangeurs de parapluie, dites-vous que ça avait déjà des vibes de bonhomme 7 heures pour les enfants, même à l'époque. Il y avait une distance avec les parapluies. C'était des gens un peu, mais c'est ça, mystérieux, un peu inquiétants. Il fallait faire attention à ces gens-là. L'arrangeur de parapluie avait une drôle de réputation. Il se promenait toujours avec la clochette pour dire qu'il passait. Mais la réputation qu'il avait, d'abord, c'était un homme toujours d'un certain âge, barbu, avec une calotte noire sur la tête. Et il avait la réputation d'être bourru, d'être agressif. C'est le fun, hein? Combien de fois le monsieur il a dit « bon » dans cet extrait-là? Dans ce « bon » là, on entend que le monsieur qui parle, lui non plus, il tripait pas trop ses arrangeurs de parapluie quand il était jeune. Puis dans ce « bon » là, on entend « j'aurais plus à dire, mais j'ai peur qu'il me retrouve ».
Tout ça pour dire, la vie change, les métiers aussi, puis c'est beau d'entendre les enfants d'une autre époque nous raconter des petits bouts de leur vie à eux, de leur quotidien à eux. Ça fait réaliser que finalement, on a tous un peu peur des mêmes affaires. Je vais donc terminer ma chronique avec un extrait qui me fait supra-rire. Tout le monde avait des parapluies. Aujourd'hui, il y a des maisons, je suis sûr qu'il n'y a pas de parapluie parce qu'on n'en a pas besoin. On ne sait même pas ce que c'est. Mais à l'époque, tout le monde avait un parapluie. Il se résumait à peu de choses. Il y avait des parapluies pour les femmes, il y avait des grands parapluies noirs pour les hommes. Mais il n'y a pas de raffinement comme aujourd'hui, des parapluies de toutes sortes de couleurs. Quoi qu'il y en avait des beaux, mais en général, c'était pas recherché. C'est un objet d'abord utilitaire. Un parapluie, aujourd'hui, il y a plus de fantaisistes. Il y a des gens qui ont des parapluies qui n'ont jamais ouvert, sinon pour l'acheter. Mais à l'époque, c'était un objet utilitaire, les parapluies. J'ai comme quelque chose à dire à ce monsieur-là qu'on n'a pas cité. On se rappelle que j'ai pas cité mes sources pantoute. Tu sais, une fois de temps en temps, on a tendance à nommer notre génération comme celle de la technologie, celle qui se départit du passé, mais avis à tous, avis à toutes, je vous garantis que même si la ville n'est plus courue par les arrangeurs de parapluies comme elle l'a déjà été, je veux juste rassurer ce monsieur-là au nom de tous. Oui, la vie va vite. Oui, la technologie s'immisce jusque dans nos rêves, jusque dans notre créativité, mais hey, tout le monde, on sait encore c'est quoi un parapluie. Puis inquiétez-vous pas, on en a encore besoin. Merci beaucoup, Caroline. Alors, suite à cette chronique, j'aimerais entendre l'équipe championne nous interpréter « La pluie qui tombe sur Québec ». Heureusement, les citoyens ont leur parapluie fantasque, mais ça se peut qu'ils pètent. Merci beaucoup! Alors moi, j'entends que les parapluies ont tenu le coup, là. Moi, c'est ça que j'entends. On se penche maintenant sur une industrie pas mal plus lucrative que les arrangeurs de parapluies, un fleuron de l'industrie canadienne-française à l'époque, la Dominion Corset. Et pour nous en parler, qui de mieux que la dramaturge Isabelle Hubert, puisque sa pièce 34B, présentée à la Bordée l'an dernier, traitait justement du sujet. On va même commencer par un extrait lu par l'arrangeuse de parapluies Caroline Fouché, qui jouait dans la pièce originellement. Alors, on t'écoute. Votre corps, il est croche. Éventuellement, ça pourrait créer des problèmes de dos, de bronches, de poumons. Mais rien de majeur. Avec un bon corset, ça va s'arranger. Mais pas n'importe quel corset. Un corset de la Dominion Corset. Ma petite mademoiselle, le corset, c'est la plus grande invention de l'homme au service de la femme. Incassable, indéchirable. Ses vertus thérapeutiques sont pratiquement infinies. Nos créateurs sont plus que des dessinateurs. Ce sont des artistes, ingénieurs au service de la guérison. Le corset réajuste complètement la posture. Il stabilise et redessine le corps tout entier. Il ouvre la poitrine, détend la trachée et permet une respiration plus facile. Il réduit les tensions dans le cou et les maux de tête, soulage les douleurs dorsales et lombaires, aide à soutenir le diaphragme, minimise les crampes menstruelles, prévient les hernies abdominales, soulève et soutient les organes après un accouchement. Stimule les intestins ou au contraire les ralentit, selon le besoin. Freine le réflexe naturel de la faim, augmente la sudation et donc raffermit la peau et élimine les graisses tout en améliorant substantiellement le sommeil. Le corset peut même protéger en cas de blessure, dans le cas d'un coup de pied,
par exemple, ou d'une ruade de cheval. Et tout ça en permettant aux femmes de se sentir heureuses et confiantes. Parce que faut-il le rappeler? Oh oui, le corset affine la silhouette, ça gomme les bourrelets, ça aplatit le ventre. Mais il met surtout en valeur les attributs de la femme et la rend belle et désirable aux yeux de tous. Fait que c'est ça, vous irez chercher votre corset à la salle de montre, je vais le déduire de vos premières payes. Merci. Merci, Caroline. Alors moi, je vais commencer cette chronique en lion avec une question à 1000 piastres. Est-ce que le soutien-gorge a été inventé pour le confort des femmes ou pour la satisfaction des hommes? Est-ce qu'on parle d'un objet d'embellissement ou d'oppression? Je vous laisse méditer sur la question et pendant que je vous raconte un petit pan de l'histoire de la ville de Québec. Donc, je vous amène dans le quartier Saint-Roch, coin d'Artchester et Charest, devant l'édifice qu'on appelle aujourd'hui la Fabrique. Ici, pendant une centaine d'années, la Dominion Corset va fabriquer des dessous féminins, notamment des corsets. Son fondateur, Georges-Élie Amiotte, va léguer plus tard la compagnie à son fils, qui va la léguer lui aussi au sien. C'est une histoire de famille, donc, qui commence en 1886 avec la pudibonderie des corsets victoriens. La compagnie va durer 100 ans en passant par la silhouette tubulaire puis la poitrine plate des années folles, connaître son âge d'or dans les années 50-60 avec les beaux gros bustes pointus, puis commencer à décliner dans les années 70 pendant que les hippies brûlent leurs brassières. À elle seule, l'histoire de la compagnie est un condensé du 20e siècle. C'est tout à la fois l'histoire de l'industrialisation des luttes ouvrières, de l'évolution des femmes, puis un wrap-up des grandes tendances de la mode. C'est aussi un success story commercial, le premier des Canadiens français. Il faut dire que c'est une des plus belles manufactures du continent. On y fabrique des produits de luxe qu'on exporte aux États-Unis, en Europe, puis jusqu'en Australie. Au début du 20e siècle, le corset de base se détaille 1 piastre, ce qui représente une petite fortune, surtout pour les couturières qui ont définitivement pas le moyen d'acheter ce qu'elles fabriquent. Les corsets se déclinent en plusieurs modèles, fonctions et formats, comme par exemple les corsets amincissants ou thérapeutiques, dont Caroline nous a parlé, les corsets pour l'allaitement ou ceux pour la maternité, ou encore les corsets pour fillettes de 2 à 4 ans. L'entreprise doit sa réussite au flair des hommes, oui, à les hommes Amiotte, évidemment, mais surtout à une immense brigade de jeunes femmes qui ont en commun de chercher à prendre leur destin en main à une époque où on encourage le contraire. De la fondation jusqu'à la fermeture, elles vont être des milliers. Bien, c'est sûr que, en réalité, c'est un travail à la chaîne. Oui, c'est ça. C'est que toi, tu sais, tu as cette opération-là à faire, tu le fais, puis tu essaies de le faire autant le mieux possible pour que l'autre en arrière de toi, pour qu'elle ait de misère à faire la sienne, à continuer. On parle de jeunes filles parce que la Dominion Corset offre seulement ses emplois aux femmes célibataires, sans doute dans le but de maintenir le bel équilibre social qui veut que la femme mariée s'occupe de son mari. Donc, à part quelques vieilles filles, les couturières sont très jeunes et souvent peu scolarisées. Elles travaillent fort, 10 heures par jour, 6 jours par semaine, 4 semaines par mois, 12 mois par année. Elles sont aussi souvent jugées par la société, leur propre famille et l'Église. C'est déjà mal vu pour la femme de travailler, imaginez dans la lingerie. À une certaine époque, d'ailleurs, certains curés vont penser que la vertu des ouvrières est menacée par le mouvement des pédales des machines à coudre qui produit, c'est bien connu, un dangereux frottement des cuisses duquel s'ensuit une excitation sexuelle permanente. On le sait aujourd'hui, nos hommes d'Église n'avaient pas à s'inquiéter avec des salaires de misère, des règlements contraignants puis paternalistes, des postes de pouvoir carrément inaccessibles. Disons que c'est pas là que l'émancipation des femmes ni leur jouissance va commencer à se déployer. On a parlé un petit peu de salaire aussi.
Bon, on a parlé du salaire que vous gagnez en 66. C'était combien? 96 $. 96 $, c'est ça? Oui. C'était pas des fortunes. Puis on s'arrangeait, mais le taux de coût de la vie n'était pas super. Non, c'est ça. Avec le recul, l'ironie est grinçante. Les ouvrières de la Dominion Corset sont comprimées dans le cadre de semi-esclavage pour fabriquer des corsets qui, précisément, les étouffent. Cela dit, chaque médaille a son revers, puis si elles n'ont jamais vraiment goûté à la gloire et la richesse dans cette histoire-là, nos ouvrières vont trouver à la Dominion Corset quelque chose de peut-être mieux. Je vous le donne en mille, la sororité et la solidarité. Écoutez cette jolie anecdote. Ça se passe dans les années 60, un été, il fait chaud. Les ouvrières suent à grosses gouttes puis aimeraient bien pouvoir se reposer. Alors, elles vont y arriver grâce à un plan diabolique. Elles vont convenir d'un moment précis puis appuyer toutes en même temps le pied sur les pédales de leur machine à coudre, ce qui va faire sauter le moteur principal auquel toutes les machines sont reliées. L'histoire ne dit pas si elles ont été réprimandées, mais chose est certaine, c'est qu'elles ont obtenu un après-midi de congé. Dans la ville de Québec, tout le monde connaît quelqu'un qui a travaillé à la Dominion Corset. C'est un lien fort puis tangible qui s'entremêle dans nos histoires personnelles. C'est une histoire, je dirais, de cœur et même de poitrine. Merci beaucoup. Merci Isabelle, merci Caroline pour ce moment de théâtre. Continuons dans le textile. Tiens, on a la chance d'avoir avec nous Diane Goulet, venue expressément de Vancouver pour nous parler de son célèbre grand-père Alfred Tétrault, qui a habillé le tout Québec au milieu du 20e siècle. Alors, qui était-il, Diane? Alors, Alfred Tétrault, mon grand-papa, est un homme qui, effectivement, a travaillé dans différentes compagnies ici, mais il est parti aux États-Unis, il est parti à New York en tant que tailleur, il a développé son métier là-bas et il était bon. Il était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Ça, c'est la fille du grand-père qui le dit, là, mais vraiment. Et sa spécialité, c'était les habits pour hommes qui ne faisaient pas de plis quand on s'assoyait. Ça remontait jamais au cou. Donc, les grands politiciens et les gens qui travaillaient avec le public aimaient avoir un habit de M. Tétrault pour ça. Donc, mon grand-père a travaillé 5 ou 6 années à New York et ma mère est née là-bas. Mais sa femme, ma grand-maman, qui était de la ville de Québec, s'ennuyait de Québec et de sa famille, ses amis. Alors, ils sont revenus à Québec. Mais à Québec, c'était pas le travail qu'il y avait à New York. Donc, il est allé travailler à la Gardner. Et il y a eu, à un moment donné, une opportunité d'ouvrir l'atelier du tailleur au syndicat de Québec. Le syndicat de Québec, c'était un grand magasin. Il y en avait 4 grands magasins à l'époque. Il y avait le syndicat de Québec, Paquette, Polac, La Liberté. Chacun avait sa spécialité. Puis on parle de grands magasins dans le sens que c'était comme un mini-centre d'achat par magasin, finalement. Parce qu'il n'y avait pas de centre d'achat à l'époque. Il n'y en avait avant, pas, exactement. Et puis, c'était ces 4-là se faisaient concurrence, à savoir qui allait arriver avec la chose la plus attrayante, la plus différente, les portes tournantes, les ascenseurs avec électricité et tout et tout. En tout cas, chacun avait sa petite touche. Puis, malheureusement, le syndicat de Québec est parti aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais vous parler un petit peu plus de l'atelier de mon grand-père. Alors, il habillait la colline parlementaire. Et à un moment donné, quelqu'un lui a demandé de concevoir quelque chose d'un peu particulier pour la ville de Québec. On lui a demandé de faire, je suis émue, le bonhomme carnaval. Donc, il a conçu le premier bonhomme. Et la tristesse de tout ça, c'est qu'il n'a pas eu la chance de connaître le succès du Carnaval de Québec parce que lors du lancement de tout ça au Château Frontenac, il a fait une crise cardiaque là-bas. Il est décédé moins d'1 an après, à 56 ans. Et c'est l'histoire de mon grand-papa. Donc, il n'a jamais pu voir à quel point c'est devenu une star internationale, là, notre ambassadeur. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, parce qu'on connaît le Carnaval de Rio, tout le monde va danser sur la Copacabana, mais qui est-ce qui aurait pensé qu'on aurait pu danser dans la neige à moins 20, moins 24? Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis ça appartient à notre belle ville de Québec. Ça, c'est merveilleux. On a un petit extrait à propos d'une des innovations des grands magasins qui rivalisaient les uns avec les autres. Oui. C'est ton oncle, dans l'extrait, qui nous parle de petit quelque chose de spécial créé par un magasin. On l'écoute.
À chaque étage, il y avait une porte pour envoyer les colis. Ça tombait dans une glissière en colimaçon jusqu'en bas. Ça arrivait sur un convoyeur qui traversait le tunnel sous le boulevard Charest, dans l'autre édifice où il était pour la livraison des camions. Où est le jardin Jean-Paul Lallier aujourd'hui, là? Il y avait des édifices, là. Puis par la rue Sainte-Marguerite, les camions reculaient, puis ils étaient chargés là. Ah, il n'a probablement pas été comblé, sauf qu'il ne doit pas être utilisé. Ça me surprendrait. C'était tout en béton, là, de toute façon. Je me suis jamais posé la question. Alors, il y a peut-être encore un tunnel en bas là, qui relie un petit tunnel caché qu'on ne sait pas trop il sert à quoi maintenant. Oui, qui passe en dessous de la rue Charest, finalement. Ça reliait Saint-Joseph à Boulevard Charest. Et qu'est-ce qui a mené à la chute de ces grands magasins-là ou à quoi ça... Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est probablement l'avènement des centres d'achat qui étaient en banlieue. C'était facile. Beaucoup de magasins avec différentes spécialités. Des grands stationnements, ce qui n'était pas le cas pour la rue Saint-Joseph et le boulevard Charest. C'est plus difficile. Donc, c'est ça qui a fait que ça a chuté. On a essayé de relancer ça en créant le mail, en couvrant la rue Saint-Joseph. Mais ça n'a pas vraiment donné les résultats escomptés, malheureusement. Non, je crois que c'était plutôt controversé. On a même différentes opinions exprimées dans un extrait. Le mail Saint-Roch, de la façon qu'il est actuellement, sur le plan culturel, pour le développement d'une ville comme Québec, est une honte. C'est le mur de Berlin qu'on a fait entre un quartier et l'autre. Sur le plan physique de la ville, je me demande comment des gens intelligents ont pu arriver à une décision semblable, si ce n'est que la hantise de la vengeance. Parce que le curé de Saint-Roch, vous savez, s'est présenté contre le maire à l'époque pour être maire de Québec. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'isoler complètement le curé de Saint-Roch et son église et son presbytère, de façon à scinder sa paroisse par un mur, en quelque sorte, qui a pris la forme du mail Saint-Roch. Bon, c'est exagéré un peu, là. Parce que le mur de Berlin, vous ne pouviez pas le traverser, mais le mail, on pouvait le traverser. Le mail Saint-Roch a été démantelé en l'an 2000. Hein? Le syndicat n'existe peut-être plus. Puis le métier de tailleur a presque disparu, mais la mémoire de votre grand-père est encore bien vivante. En tout cas, à chaque apparition de bonhomme, déjà. Donc, merci beaucoup, Diane. Merci, c'est un plaisir. Alors, équipe championne, moi, j'aimerais bien entendre. J'ai entendu dire que quand le mur de Berlin est tombé, il y avait des gros parties là, de rave techno-allemand. Pourquoi pas un rave techno-allemand pour fêter la chute du mail Saint-Roch, s'il vous plaît? Merci beaucoup! Mais oui, hein, c'est à la chute de ce mec que peut-être que c'est écrite l'histoire avec un grand H et que Saint-Roch est devenu le nouveau Saint-Roch avec un grand O. Équipe championne, vous pouvez nous repartir le générique, s'il vous plaît?